Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. On va évaluer un petit peu vos connaissances acquises dans le cours des tumeurs cérébrales. Alors si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous invite à les voir. On a vraiment bien détaillé toutes les classifications, toutes les manifestations cliniques jusqu'au traitement. Donc ne ratez pas. Alors ici, nous allons avoir un petit cas clinique donc, sur une tumeur cérébrale que vous allez devoir deviner. Et on va vous orienter à travers les questions pour trouver le diagnostic et essayer de trouver les différentes réponses. Pour rendre cette session la plus productive possible, n'hésitez pas à mettre pause après chaque question pour essayer d'y répondre par vous-même. D'accord, ça vous aidera vraiment à mieux retenir par la suite et à cibler un petit peu les difficultés que vous avez, que vous devez combler à partir du cours. Et voilà, sans plus tarder, on commence le séminaire. Avant de commencer, dernière chose, je vous promets c'est la dernière, sachez que devant un cas clinique, lorsque vous avez une notion de céphalée, d'ailleurs comme on l'a dit dans le cours, les céphalées, c'est la manifestation clinique qui est la plus révélatrice des tumeurs cérébrales. Donc lorsque vous avez une notion de céphalée, de vomissement, alors céphalée, vomissement, troubles visuels, ça vous fait penser à une hypertension intracrânienne. Vous avez des épilepsies, on a parlé des épilepsies, l'épilepsie à début tardif chez un adulte, c'est-à-dire un premier épisode de crise épileptique chez un adulte, c'est une tumeur cérébrale jusqu'à preuve du contraire. On a aussi parlé des troubles visuels. Les troubles visuels, surtout en cas des tumeurs de la région célaire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en rapport avec le chiasma optique. Très bien. Alors toutes ces manifestations cliniques, quand on vous les donne dans un cas clinique, vous devez stimuler vos réflexes et faire évoquer le diagnostic de tumeur cérébrale. Voilà. Maintenant, on va commencer notre petit cas clinique. J'adore ces petits cas cliniques typiques de la neuro, même à l'Écosse, qu'on va vous écrire en une phrase. Écolier, 9 ans, qui va se présenter avec des céphalées et des vomissements incoercibles depuis une semaine, donc à début aigu, avec un strabisme convergent depuis 48 heures. Là, vraiment, vous allez laisser que les mots-clés. 9 ans, donc c'est un enfant, c'est un sujet jeune. Là, ne me dites pas métastase de je sais pas quoi. Métastase, c'est l'apanage de l'adulte. Chez l'enfant, on a une autre tumeur qui est plus fréquente, et je vous invite à réveiller un petit peu vos souvenirs là-dessus. Céphalée, vomissement, ça c'est des manifestations typiques d'hypertension intracrânienne à ne pas rater. Depuis une semaine, donc on a un début aigu avec un strabisme convergent. Ça fait toujours partie du tableau d'hypertension intracrânienne. Et on a dit pourquoi on a un strabisme convergent dans le cours. Vous vous rappelez, quand on a une hypertension intracrânienne, il y a un nerf qui est atteint en premier et je vous ai donné la raison. Parfois, d'ailleurs, il y a des QCM qui vous demandent littéralement la raison. Parce qu'il y a un prof dans son cours, il répète souvent cette information. Et il aime bien l'incruster dans les QCM. Voilà. Première question, quelle est la première exploration à réaliser ? Alors, certaines, je pense que si vous avez le cours, vous savez que la première exploration en urgence, l'examen adapté à l'urgence pour la tumeur cérébrale, c'est le scanner. Effectivement, c'est le scanner. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que même si l'IRM elle est mieux placée pour explorer avec je dirais pas exhaustivité, mais vous avez compris, avec plus de détails et une meilleure résolution, le parenchyme cérébral, elle n'est pas adaptée à l'urgence. Donc le premier examen à réaliser, c'est bien la TDM cérébrale ou le scanner cérébral. Deuxième question. L'examen neurologique retrouve un élargissement du polygone de sustentation avec des chutes fréquentes. Comment s'appelle ce syndrome ? Ça, c'est très facile. C'est ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux. Plus précisément, c'est un syndrome cérébelleux, à votre avis, statique ou cinétique ? Effectivement, c'est un syndrome cérébelleux statique. Et quel est le diagnostic topographique à évoquer ? Qui dit syndrome cérébelleux dit atteinte du cervelet. Et l'atteinte du cervelet, on l'a vu dans le cours, ce sont des atteintes sous-tentorielles qu'on appelle aussi des atteintes de la fosse cérébrale postérieure. Donc la topographie, c'est la fosse cérébrale postérieure.
Bien. L'exploration à réaliser pour étayer le diagnostic. Et là, donc on a une deuxième exploration à faire. Comme on l'a dit dans le cours, la deuxième exploration à faire, eh bien, c'est la TDM cérébrale injectée, parce qu'elle est plus adaptée à l'urgence que l'IRM. Donc on ne va pas passer à l'IRM tant qu'on n'a pas stabilisé le patient. Et là, cette TDM injectée qu'on a prescrite, à la 4e question, ils vont nous dire l'examen objective un processus tumoral à l'origine d'une dilatation ventriculaire en amont. Sans surprise, parce qu'on savait, ils nous ont donné les signes d'hypertension intracrânienne, donc on a compris que c'est la tumeur qui est en train de causer cette dilatation ventriculaire et cette symptomatologie. Donc là, on vous pose la question, quel est le geste palliatif à préconiser en urgence ? Quel est le geste qu'on va faire en urgence devant une hypertension intracrânienne ? C'est le drainage cérébral externe, parce qu'effectivement, c'est l'examen le plus adapté à l'urgence. On passe à la question suivante. On vous dit, une fois l'urgence jugulée, l'examen doit être complété par un autre examen plus performant. Lequel ? Et là, c'est enfin la question où on peut mettre l'IRM cérébral. La 6e, l'examen va révéler un volumineux processus tumoral de la fosse cérébrale postérieure qui comble le vermis et qui est à l'origine d'une hydrocéphalie en amont. Quel est le diagnostic le plus probable ? Et là, vous allez me dire quel est le diagnostic le plus probable chez cet enfant, je le répète, un enfant avec une tumeur de la fosse cérébrale postérieure. C'est tout simplement le méduloblastome, oui. Quel est l'aspect macroscopique de cette lésion ? Alors, l'aspect macroscopique, c'est soit une tumeur charnue ou tissulaire. Et enfin, on vous demandera quel geste proposez-vous ? Et là, bien entendu, on va proposer la résection chirurgicale. C'est le traitement de référence. Sauf que ce traitement, il a complété. D'ailleurs, au niveau de la question 9, on va nous le demander. C'est bon, on l'a confirmé quand on a enlevé la tumeur. Vous le savez, dès qu'on enlève n'importe quel organe, tumeur du corps, on va systématiquement l'envoyer à l'anapathe. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait ici, et on a confirmé le diagnostic à la microscopie. Et là, on nous demande quel est le traitement adjuvant. Le traitement adjuvant, c'est la radiochimiothérapie. Comme on l'a répété et répété dans le cours, le méduloblastome, comme c'est une tumeur maligne, c'est la seule tumeur, parmi les tumeurs qu'on avait citées dans le cours, pour laquelle on va prescrire une chimiothérapie. Elle est radiochimiosensible. Ok, donc c'était ça le traitement adjuvant. Voilà, c'était le petit cas clinique avec les petites réponses. Et là, on conclut avec quelques petites notes de QCM. Plutôt que de faire des QCM, d'ailleurs, je pense qu'il y a plus de 80 QCM sur ce cours-là. Et plutôt d'aller les faire et refaire parce qu'ils se répètent énormément. Et vous allez perdre énormément de temps à tous les faire et rechercher toujours les nouvelles informations. Je vous propose des notes de QCM qui sont beaucoup plus simples et plus efficaces et qui vous seront vraiment sauveurs la veille de l'examen. On commence par la prise en charge thérapeutique. Donc vous voyez, la prise en charge thérapeutique, elle revient fréquemment dans les QCM. Et je pense que vous connaissez toutes les réponses, parce qu'elles sont assez simples. Et on l'a bien répété dans le cours. Donc la prise en charge thérapeutique d'une tumeur cérébrale, en premier lieu, c'est la chirurgie qu'il va falloir prescrire. Et elle peut offrir soit une guérison totale, sans récidive, soit parfois c'est une guérison partielle avec laquelle il va falloir compléter par un traitement adjuvant. Justement, vous voyez le deuxième item. Là, la radio et la chimiothérapie peuvent être indiquées, par exemple, soit dans le cas d'une exérèse incomplète de la tumeur maligne, soit, voilà, ici on n'a cité que cet exemple-là, surtout en cas d'exérèse incomplète de la tumeur maligne, mais on a dit dans le cours qu'elles peuvent être prescrites d'une manière néo-adjuvante, c'est-à-dire avant la chirurgie, pour réduire un petit peu la taille de la tumeur et faciliter son extraction chirurgicale. La radio et chimiothérapie, elles ne sont pas systématiques après la chirurgie,
ça on le sait. Le traitement médical est essentiellement à visée symptomatique, ça on l'a bien explicité dans le cours. Une biopsie de la tumeur, encore une fois, n'est pas systématique pour planifier la prise en charge. Ça aussi on l'a bien répété. Alors les gliomes, ou les tumeurs gliales, sont les tumeurs cérébrales les plus fréquentes. Les gliomes, encore une fois c'est des tumeurs gliales, ce sont les tumeurs cérébrales les plus fréquentes. Effectivement, elles représentent 60% des tumeurs cérébrales. Elles vont se développer à partir de différentes cellules gliales, notamment les astrocytes et les oligodendrocytes, qui vont représenter la proportion la plus fréquente des tumeurs gliales bénignes. Okay. D'un autre côté, on a le glioblastome qui, lui, est plutôt une tumeur maligne et qui sera également développée à partir de l'astrocyte. Comme on l'a vu dans le cours, il s'agira en fait du grade 4 de l'astrocytome. Bien entendu, les gliomes sont situés en sus et en sous-tentoriel et par conséquent, ils peuvent être localisés au niveau du tronc cérébral. Dans ce cas, ils sont sous-tentoriels. L'astrocytome, encore une fois, c'est une tumeur bénigne, généralement kystique, et qui va se développer le plus souvent sur l'hémisphère cérébelleux. Une autre tumeur qu'on a citée qui se développe également sur le cervelet, c'est le méduloblastome, sauf que le méduloblastome, plus généralement, il sera situé au niveau du vermis. Enfin, l'épendymome de l'enfant, l'épendymome, il va se développer au niveau du 4e ventricule. On passe maintenant aux méningiome. Les méningiome sont les tumeurs qui vont se développer à partir des méninges. Comme cité dans le cours, le plus souvent, ces méningiomes sont de grade 1, dans 90% des cas. Et ce grade 1, il est bénin. D'accord ? Ces méningiomes, ils grossissent peu, ou même très peu, et ils n'évoluent pas vers le tissu cérébral. Très souvent, une surveillance régulière suffit. Et aussi, très souvent, leur découverte, elle est fortuite. Les méningiomes sont des tumeurs bénignes qui sont extraparenchymateuses. On a répété cette topographie pendant le cours. Développées aux dépens des villosités arachnoïdes qui peuvent être sus- ou sous-tentorielles. Elles sont plus fréquemment retrouvées chez la femme et chez le sujet âgé et ne se voient pas chez l'enfant. La céphalée, c'est un signe souvent révélateur. Rappelez-vous qu'en fait, la céphalée en général, c'est le symptôme le plus révélateur des tumeurs cérébrales. Dans le cas des méningiomes, la céphalée, c'est le signe le plus révélateur. Et dans le cas des métastases, le signe le plus révélateur, c'est les épilepsies. Mais bon, même les céphalées sont au premier plan. Peuvent être au premier plan. Toujours pour les méningiomes, si on a une lésion asymptomatique, une surveillance simple suffit. Sinon, la chirurgie est indiquée. Si le méningiome n'est pas opérable ou il est évolutif ou récidivant, la radiothérapie focalisée est indiquée. Et attention, les méningiomes sont des tumeurs radiosensibles et non pas chimiosensibles. Encore une fois, la tumeur dans le cours qu'on a cité qui est radio-chimiosensible, c'est uniquement le méduloblastome. Le reste, c'est des tumeurs radiosensibles. On arrive à l'adénome hypophysaire, qui est la tumeur cérébrale la plus fréquente de la région célaire et qui peut se révéler par différents signes. Alors par les céphalées et la dysfonction des nerfs crâniens, comme plein de tumeurs cérébrales, par des signes ophtalmologiques, et ça c'est une caractéristique des tumeurs de la région célaire. Et donc on peut dire qu'on n'a pas seulement des signes endocriniens au cours de l'adénome hypophysaire et plus généralement lorsqu'on parle des tumeurs de la région célaire. Attention, le bilan hormonal peut être normal. C'est vrai qu'on peut avoir des syndromes d'hyposécrétion ou d'hypersécrétion, mais encore une fois, le bilan hormonal dépendra de la taille, notamment de la taille de la tumeur et même de sa nature. Donc on peut se retrouver pas mal de fois avec un bilan normal. Et le prolactinome, qui est une forme qui est un type d'adénome hypophysaire, peut se voir aussi bien chez la femme que chez l'homme, pas uniquement chez la femme. Le méduloblastome, c'est une tumeur embryonnaire maligne, c'est la tumeur la plus fréquente de l'enfant et qui sera de localisation préférentielle cérébelleuse au niveau de la fosse cérébrale postérieure, précisément au niveau du vermis.
Le craniopharyngiome, je pense qu'on l'avait bien détaillé pendant le cours, c'est une tumeur cérébrale caractérisée par, d'abord, elle peut concerner aussi bien l'enfant et l'adulte. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte, mais elle peut concerner les deux tranches d'âge. L'aspect typique qu'il ne va pas falloir oublier, c'est l'aspect d'une tumeur charnue, kystique, calcique, mais c'est un aspect qui n'est pas toujours présent. Elle peut être à l'origine d'une hydrocéphalie en comprimant les ventricules. C'est une tumeur qui est bénigne et radiosensible. Le premier traitement, c'est la chirurgie, mais il existe des rapports anatomiques dangereux, notamment le chiasma optique. Et dans ce cas-là, souvent la chirurgie elle est incomplète, d'où la nécessité de compléter par une radiothérapie adjuvante. Le craniopharyngiome est également c'est une forme congénitale qui va se développer à partir c'est une tumeur congénitale qui va se développer à partir de la poche de Rathke. Et son liquide kystique, ici, son liquide kystique, il a souvent un aspect pathognomonique, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver dans un autre cas, qui est l'huile de moteur usée. Maintenant, on a des notions un peu plus générales. Ici, par exemple, chez l'enfant, la tumeur la plus fréquente en sus-tentorielle, c'est le craniopharyngiome, et en sous-tentorielle, c'est le méduloblastome. Un petit mot sur le neurinome de l'acoustique, c'est le schwannome en fait, c'est les tumeurs qui vont concerner les cellules de Schwann. Alors c'est une tumeur qui est bénigne, qui va se développer à partir de la gaine de Schwann du nerf vestibulaire, et elle va s'accompagner d'une hypoacousie de perception. Ce n'est pas une hypoacousie de transmission, attention. Et ce n'est pas une hyperacousie. Alors là. Là, c'est un petit mot sur le neurinome de la 6e racine nerveuse. J'ai trouvé uniquement un seul QCM traitant là-dessus. Et c'est pas le plus important à connaître, je pense. Alors, les tumeurs de la région célaire, on les a citées et recitées, c'est essentiellement le craniopharyngiome et l'adénome hypophysaire. Les tumeurs de la glande pinéale, alors on l'a dit, la glande pinéale, c'est cette glande qui sera responsable de la sécrétion de mélatonine, et qui sera localisée juste en arrière du 3e ventricule. Et voilà, c'est ça la proposition. Elle sera localisée en arrière du 3e ventricule. D'accord ? Tout simplement parce que quand on a une tumeur qui va concerner cette glande, elle va avoir un effet compressif sur les rapports anatomiques, dont le 3e ventricule. Les métastases cérébrales peuvent toucher le tronc cérébral. Encore une fois, les métastases cérébrales qui sont, entre parenthèses, les tumeurs les plus fréquentes, les tumeurs cérébrales les plus fréquentes de l'adulte, eh bien, elles peuvent prendre différentes formes. Et la forme la plus fréquente, c'est justement les cancers bronchiques. Le cancer primitif est inconnu dans 20% des cas, comme on l'a cité dans le cours. Elle se développe habituellement au niveau des hémisphères cérébraux et plus rarement dans le tronc cérébral. Et l'œdème péritumoral est important. À l'imagerie, l'œdème péritumoral va permettre de faire la différence avec le kyste hydatique, mais également l'abcès cérébral. Et cet œdème périlésionnel, il aura aussi, c'est lui qui sera à l'origine de l'hypertension intracrânienne et du risque d'engagement important dans le cas de cette tumeur précisément. Alors, les symptômes qui sont en rapport avec une tumeur cérébrale, à savoir le syndrome d'HIC, l'hypertension intracrânienne, les épilepsies, les syndromes endocriniens et j'en passe, tout ça c'est des symptômes qui sont à connaître, d'accord, puisqu'ils peuvent tomber dans des items de QCM. Et une notion à retenir, c'est que ces symptômes, ils peuvent être isolés. On n'est pas obligé de retrouver tous en même temps. On n'est pas obligé de les retrouver tous en même temps. Mieux encore, certains sont indicateurs de certaines localisations plus que d'autres. Par exemple, quand je vous dis, atteinte oculaire, là vous pensez à une atteinte du chiasma optique. Ça, c'est plus caractéristique des lésions de la région célaire.
ok. Je vous dis épilepsie, c'est une lésion qui va siéger au niveau cortico-sous-cortical et le plus souvent il s'agit de métastases cérébrales, ainsi de suite. Enfin bref, retenez que tous ces symptômes ils peuvent être isolés, ils ne sont pas obligés d'être associés en même temps. Alors, les signes d'HIC, encore une fois, ils ne sont pas toujours au premier plan. D'accord ? Ils sont très importants, c'est vrai que la céphalée, c'est le signe le plus révélateur, mais ils ne sont pas toujours au premier plan. Attention, tout œdème papillaire n'est pas synonyme d'HIC. On peut par exemple avoir une neuropathie optique primitive œdémateuse qui sera à l'origine d'un œdème papillaire. Le motif de consultation le plus fréquent qui amène au diagnostic des tumeurs, c'est la céphalée. Ah oui, alors les diagnostics différentiels, il faut les apprendre par cœur. On a l'AVC ischémique, le kyste hydatique et un anévrisme géant. Il y en a quelques autres dans le cours, mais ça c'est vraiment les plus importants. Une tumeur cérébrale et une fièvre peuvent se voir chez un même patient. I mean, why not? Les tumeurs de la fosse cérébrale. Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure peuvent causer une hydrocéphalie obstructive par obstruction du quatrième ventricule. Qui dit obstruction, enfin, vu la localisation avec une obstruction du quatrième ventricule et surtout les rapports anatomiques avec le cervelet, on peut dans ce cas mettre de la pression sur le cervelet et tac, on aura un engagement. Ok, un engagement cérébelleux. Donc, ils ne vont pas causer d'engagement temporal ni de syndrome extra-pyramidal ou pyramidal. D'accord ? Alors, des exemples de tumeurs qu'on peut citer, il y en a plein. C'est les tumeurs sous-tentorielles, tout simplement. Elles peuvent se manifester par différents signes, comme un syndrome d'HIC, un syndrome cérébelleux avec une ataxie, un nystagmus, un trouble de la coordination du mouvement, etc. etc. Mais attention, on n'aura pas d'hypertonie plastique, comme dans la maladie de Parkinson, ou de décérébration, parce que là on est dans le cervelet, on n'est pas au niveau du cerveau. Alors les signes suivants sont en faveur d'un processus de la loge hypophysaire. Ça, je pense qu'on l'a appris par cœur. Le diagnostic d'une tumeur cérébrale postérieure, d'une tumeur cérébrale en général, repose sur l'IRM cérébral avec la TDM. Alors très bien, là c'est une remarque importante, on a toujours la TDM, puis l'IRM, et si on n'a pas l'IRM, ou on est dans le cas d'une urgence, comme c'était dans le cas clinique, on va commencer par une TDM sans injection, puis avec injection. En cas d'atteinte temporale, alors ça fait partie des syndromes topographiques. On peut vous poser une question en vous disant voilà, nous avons une tumeur qui va siéger à tel endroit du cerveau, quelles sont les manifestations cliniques que vous allez retrouver? Et si elle siège au niveau de l'atteinte temporale, si on a une atteinte temporale, eh bien on aura un syndrome d'atteinte temporale, ok? Et dans ce cas-là, on n'aura pas de grasping réflexe, qui est plutôt un signe évocateur d'une atteinte frontale. Par contre, on peut avoir des pseudo-absences. On a un type d'épilepsie particulier de la région temporale. Je vous invite à aller le rechercher si vous ne connaissez pas encore. Voilà la réponse, c'est surtout des hallucinations en fait. Le syndrome de Parisot, sur lequel on peut également poser des questions. Alors, qui dit syndrome de Parisot dit évoquer directement un processus de la région pinéale. Alors, ce syndrome de Parisot, il est dû, physiopathologiquement parlant, il est dû à une atteinte au niveau de la lame tectale du mésencéphale. Il est souvent secondaire à une lésion de la région pinéale. Ok, donc il va falloir l'évoquer en premier lieu. Et il va se caractériser par une paralysie de la verticalité du regard. On ne peut plus lever le regard vers le haut sans atteinte de la convergence. Donc ça c'est faux. Okay, donc il n'y a pas d'atteinte de la convergence. C'est une paralysie de la verticalité du regard. Voilà. Enfin, le cavernome cérébral, qu'on appelle également angiome ou hémangiome, c'est tout simplement cette tumeur vasculaire
qui peut se compliquer d'un hématome cérébral ou d'une hémorragie cérébro-méningée. Et ça, c'est les quelques aspects typiques qu'il va falloir connaître pour la radiologie, pour faire certains diagnostics différentiels en cas de cas clinique. On en a parlé dans le cours. On a dit que la tumeur cérébrale sera caractérisée par l'œdème périlésionnel. En cas de rehaussement périphérique, on aura un abcès cérébral. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, dans ce cas-là, il va falloir évoquer le kyste hydatique. Et voilà, c'est fini. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ceci vous a été utile.